Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde de Celticos. Aujourd'hui je commence un nouveau concept que j'ai appelé Brève d'histoire. Le concept est assez simple en fait. Il s'agit de vous raconter une véritable situation historique, une véritable anecdote tout à fait authentique, en me servant comme support visuel d'un jeu. En fonction des époques, le jeu pourrait changer. Le jeu n'est pas le plus important. D'ailleurs, il n'y aura pas de play ou de lancer la partie. Le jeu servira de fond simplement pour illustrer mon propos. Pour ce premier épisode des Brèves d'Histoire, j'ai choisi de vous relater quelque chose qui est assez effroyable, assez méconnu, sauf par les amateurs d'histoire et encore amateurs d'une période très précise. Quelque chose d'assez effroyable, donc, qui même à l'époque, à ces époques troublées, nous sommes en 890, entre 890 et 897, même à cette époque troublée avait profondément choqué le peuple et profondément choqué tous les nobles d'Europe. Je veux parler de ce qu'on a appelé par la suite le Concile du Cadavre. Place à l'action. Nous sommes en 897. L'action principale se passe cette année-là, mais néanmoins, pour bien en comprendre les enjeux, et bien comprendre ce qui a pu se passer et pourquoi ça s'est passé, nous allons nous projeter quelques années en arrière, disons entre 890 et 897. À la mort du pape Étienne V, en 891, est élu un pape nommé Formose. Le pontificat de Étienne V, le pape moribond, a été pris dans un tourbillon politique. Pour faire simple, l'empire d'Occident, qui s'est craquelé en plusieurs notions, en plusieurs entités, qui souhaitent leur indépendance, cet empire d'Occident, qui est le fruit de la volonté de Charlemagne, et qui est entre les mains de moins en moins fermes de ses successeurs, les Carolingiens. Cet empire d'Occident, donc, est en proie à de véritables disputes, à tel point que cette couronne d'empereur est devenue quasiment honorifique, même si dans les faits, elle bénéficie encore d'une aura formidable. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'elle est disputée. Néanmoins, c'est en Italie que les événements se passent. Et qui tient l'Italie tient la papauté. Le pape n'a pas encore les pouvoirs qu'il lui connaîtra par la suite, et à ce moment-là, il n'est qu'un super régisseur de la chose religieuse. Et à ce titre, il bénéficie d'une aura considérable, mais surtout il y a des fonds, il y a des mouvements d'argent produits par les fidèles, qui sont suffisamment alléchants pour que celui qui devient roi d'Italie puisse en profiter. Au moment où commence notre relation, c'est Guy de Spolète, ou Guy de Lombardie, qui est au pouvoir. Il vient de se faire nommer roi d'Italie. Alors, pour faire simple et pour fixer les choses, voilà la situation italienne. Spolète est ici, tout près de Rome, mais on l'appelle Guy de Spolète, on l'appelle aussi Guy de Lombardie, car il y avait des terres et des comtés un petit peu partout. Et en devenant roi d'Italie, il siège à sa capitale, qui est Pavie, que voici, que voilà. Guy de Spolète est un homme assez peu aimable. Il a fait pression sur le pape Étienne V, le pape précédent, qui vient de mourir, et il s'est fait sacrer empereur
empereur d'Italie, roi d'Italie ou empereur d'Italie, en septembre de 891. C'est d'ailleurs le dernier acte officiel du pape Étienne V, qui meurt opportunément à la fin de cette année, et Formose, dont lui succède. Formose qui a assisté à tout cela de loin, puisqu'il est archevêque de Porto, mais qui sait que les Spolettes sont les maîtres de l'Italie et donc de Rome. On sait peu de choses de Formose, mis à part qu'il a été évêque de Porto. On pense qu'il est né en Corse, mais rien n'est bien sûr. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'à une certaine époque, bien avant Étienne V, il a été excommunié par le pape. Sans doute parce qu'il tenait pour un certain pape et que le successeur de ce pape, qui détestait son prédécesseur, détestait aussi ses soutiens et ses appuis. Et donc, cet homme-là a excommunié Formose, alors archevêque de Porto, et lui a imposé de faire le serment qu'il ne revendiquerait plus aucun titre ecclésiastique et qu'il n'irait plus jamais à Rome. Le successeur de ce mauvais pape réhabilita Formose, le releva de son excommunication, et Formose put donc aller à Porto, qui est ici, et de redevenir archevêque de Porto. Par la suite, donc, en tant qu'archevêque, il était un des candidats potentiels pour devenir pape, ce qu'il va faire donc, et il gardera son nom de Formose, et c'est sous ce nom-là qu'on le connaît. Formose n'aime pas les Spolettes. Même s'ils sont établis en Lombardie, il n'aime pas les Spolettes. Pas plus que son prédécesseur, Étienne V, ne les aimait. Mais Étienne V a préféré courber les chines, car l'empereur de l'époque a un pouvoir extrêmement relatif, et il n'est que, officiellement, il n'est que le maître de la Bavière, et encore. Il s'appelle Arnulf de Carinthie, sa terre se trouve à peu près ici, et ce Arnulf de Carinthie, qui dispose d'une armée considérable, pourrait être un appui pour Formose et pourrait faire un contrepoids avec les Spolettes. C'est d'ailleurs, d'une certaine manière, ce que Formose va faire en appelant à Arnulf, qui finit par quitter la Bavière avec son armée et qui descend. Nous sommes en 894, soit 3 ans après l'élection de Formose. Arnulf de Carinthie, avec une puissante armée, descend sur Pavie, la capitale, s'en empare, et les Spolettes s'enfuient. Il libère donc l'Italie, il libère leur Rome, et le Arnulf de Carinthie, maître de la Bavière, maître nominatif de l'Allemagne, une partie de l'Allemagne, devient le maître de l'Italie. Il faut bien penser à une chose, c'est qu'il était difficile pour Arnulf de Carinthie de devenir empereur, pour la bonne et simple raison que c'était un descendant de Charlemagne, mais c'était un descendant par les femmes, c'était même un bâtard. Le titre du comté de Carinthie était l'un des titres que l'on transmettait aux bâtards du roi. À l'époque, la notion de bâtard n'était pas aussi péjorative qu'elle peut être devenue maintenant. Être un bâtard était parfaitement glorieux, mais néanmoins, il ne disposait pas de tous les titres, de tous les postes. Reste donc que, voilà, Arnulf s'est installé à Pavie. Il a bien sûr obtenu, et il a confirmé Formose pape. Nous sommes en 894. Tout semble revenir dans l'ordre. Formose, qui règne depuis 891, va donc régner encore quelques années, et il mourra probablement à l'âge de 80 ans en 896. 896. Son successeur ne va régner que 15 jours, et il mourra de la goutte. Et c'est Étienne VI qui devient pape à son tour en 896, fin 896.
En 897, Arnulf de Carinthie, qui démarre encore une fois, qui part à la tête de ses armées pour aller guerroyer contre les Spolettes, qui continuent, enfin comment dirais-je, les partisans continuent à faire des troubles un peu partout dans le sud de l'Italie. Arnulf de Carinthie est victime d'une attaque cérébrale. Et il doit donc quitter l'Italie pour retourner en Allemagne, en Bavière pour être précis. Ce qui signifie que les Spolettes ont la voie libre pour revenir. 896, 897 plutôt. Les Spolettes reviennent donc et ils ne sont pas contents. Ils descendent vigoureusement à Rome avec tous leurs troupes, leurs partisans, et expliquent assez sèchement au pape Étienne que il serait bon de revenir sur ce qu'a fait le prédécesseur Formose. En fait, le but pour eux, c'est d'annuler toutes les décisions de Formose, dont, entre autres, le fait que Formose avait couronné roi d'Italie et donc quasiment empereur Arnulf de Carinthie. On ne peut pas, même à cette époque, en 890, il était difficile de revenir sur les décisions précédentes du pape. Il fallait certaines circonstances où il fallait que le pape soit convaincu d'avoir été un mauvais pape. Or, on ne peut pas juger la chose papale aussi facilement. Certes, le principe de l'infaillibilité papale n'existe pas encore, il existera un petit millier d'années plus tard, mais la notion existe déjà. Le pape ne peut pas se tromper puisqu'il est inspiré par Dieu, étant l'envoyé de Dieu sur terre. Il faut donc qu'il soit découvert coupable, il faut qu'il soit jugé, et il ne peut être jugé que par ses pairs. Mais qui peut juger un pape, si ce n'est les évêques et les archevêques? Donc, on décide de constituer une sorte de concile. Les actes de ce procès ont disparu, mais le déroulement n'est pas complètement connu avec certitude, mais certains aspects sont ressortis et semblent relever de faits réels. Le fait que l'événement ne peut pas être mis en cause est une importance considérable. Certes, la littérature qui est sortie par la suite a enjolivé les choses et a pris le parti de Formose, donc a noirci forcément le tableau. Néanmoins, certains faits sont à peu près certains et on ne reviendra pas là-dessus. Donc, de quoi s'agit-il? Nous sommes en 897 et on décide de juger Formose. Les évêques arrivent à Rome, s'installent, et sur le trône du pape se trouve le cadavre desséché de Formose, qu'on a ressorti de son tombeau. On lui a enlevé son linceul, on lui a mis sa tenue de pape, sa couronne, sa tiare, et on se met à le juger. Alors on appelle ça le concile, mais en fait c'est plutôt un synode dans le sens où le concile laisse supposer que les évêques et les archevêques viennent de toute l'Europe. En fait, ils ne viennent que de l'Italie et ils ont été soigneusement choisis par le pape qui lui-même a été soigneusement préparé, disons, par les Spolettes et leur soutien. Donc, comment va-t-on faire? Va-t-on procéder? Eh bien, on va accuser Formose, accuser surtout son cadavre, de ne pas avoir tenu compte de son excommunication, alors qu'il était l'évêque de Porto, et d'avoir rompu par ambition le serment qu'il avait prêté de ne plus briguer de charges ecclésiastiques. On se souvient que le pape qui l'avait réhabilité avait totalement annulé les accusations et les effets d'excommunication relevés de son serment, donc les Spolettes ne tiennent pas compte de ça et considèrent que le pape excommunié, l'évêque excommunié de Porto était en tort, ce qui était largement suffisant, puisqu'il était parjure, pour qu'il soit condamné. Le cadavre s'est vu attribuer un diacre, un petit curé du coin, pour lui servir d'avocat. Naturellement, le pauvre, il n'est même pas question qu'il prenne la parole, tout juste peut-il marmonner quelques mots. En tout cas, la défense
n'est pas assurée, c'est évident. Et comment imaginer que la défense puisse être assurée avec un tel scénario? Formose est ainsi jugé, condamné, et il va être dépouillé de ses insignes pontificaux. Il va être privé des doigts de la main droite, ceux qui servent à bénir, et son élection est déclarée invalide. Tous ses actes pontificaux sont annulés, donc l'élection, le sacre de Arnulf de Carinthie, et son cadavre est livré au peuple de Rome qui le jette dans le Tibre. Alors comprenez que le peuple de Rome en question, c'est pas vraiment le peuple de Rome, c'est toute une petite troupe de fidèles qui attendaient en dehors de la scène, qui étaient dans les rues, mais qui étaient des pro-Spolète, et qui vont s'empresser de profaner le cadavre avant de le jeter dans le Tibre. Je lis un extrait de Daniel Robs, un historien qui a écrit sur cette scène, la phrase suivante: la cérémonie abominable suivit, où le mort fut dégradé, dépouillé des vêtements pontificaux auxquels collaient les chairs putréfiées, jusqu'au cilice qui portait sur Usacette. Les doigts de sa dextre, la main droite, furent coupés, ses doigts indignes, selon les juges, qui avaient béni le peuple. Signé donc Daniel Robs. Le problème, c'est que Formose avait laissé un bon souvenir à Rome. Et une partie du peuple de Rome accepte mal ce sort tragique. Il me comprenait même que la quasi-totalité du peuple, ceux en tout cas qui ne sont pas soumis aux Spolètes. Les partisans de Formose ont au beau jeu de se réunir, de se regrouper, et des émeutes éclatent. Le cadavre est récupéré, et en quelques jours, la tension monte. Le pape Étienne VI, qui a permis cette parodie de jugement, est finalement déposé, il finira étranglé dans sa cellule en prison. Et comme par miracle le corps de Formose avait été rejeté par le Tibre, on appellera ça un miracle, on va le récupérer et procéder à une nouvelle inhumation avec tous les honneurs. Les Spolètes, tant qu'à eux, ils ont quitté Rome, prudemment. Ils ne sont pas de taille. La ville a littéralement explosé. Et on va, en quelque sorte, ils vont s'enfuir et vont partout tourner un peu à vie. Cependant, la querelle entre les Spolètes et les Formosiens, puisque c'est le nom qu'on donne aux supporters de Formose, va se prolonger bien la mort d'Étienne VI, le pape, donc le successeur, et aucun des successeurs du pape ne se verra vraiment, réussira vraiment à apaiser les esprits. En 903, le pape du jour, Léon V, est assassiné, rejeté en prison. L'antipape, qui s'appuie sur les Formosiens, est à son tour renversé en 904, par Serge, qui s'appuie sur les Spolétiens, et ainsi de suite. La lutte contre les Formosiens va reprendre. Serge III, donc on est une petite dizaine d'années plus tard, va refaire un concile et ordonner à nouveau toutes les ordinations de Formose, et ainsi de suite. Bref, la papauté va vraiment très mal. Les choses ne vont s'apaiser que parce que d'autres scandales encore plus graves vont arriver, et que le petit cas de Formose passera au second plan et finira par être oublié. Mais jamais totalement. En tout cas, Formose a finalement été réhabilité. Son tombeau aussi est à Rome. Sa statue est honorée comme il se doit, comme tous les autres statues de pape, est considérée comme un martyr. Voilà pour cet épisode, ces premières brèves d'histoire. J'ai eu beaucoup de plaisir à les faire. Je souhaite, bien sûr, je continuerai. Je souhaite faire assez rapidement et assez fréquemment ce genre de petites vidéos qui ne doivent pas durer très longtemps, à mon sens. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, si vous le voulez bien.